Hello tout le monde, c'est Super Green, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Cannes pour le coup, puisque je vais revenir sur 3 films très esthétiques en compétition, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, spécial Cannes 2021. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur 3 films en compétition en ce Festival de Cannes 2021 et je commence sans plus attendre par le film d'ouverture. Il s'agit d'Annette de Leos Carax, 9 ans après son Holly Motors, que j'avais beaucoup aimé pour sa cinématographie. C'était un film très abouti cinématographiquement parlant, mais que j'avais trouvé un peu fourre-tout dans ses messages et dans son scénario. Donc quel plaisir de le retrouver aujourd'hui avec ce Annette, posé avec un thème principal, celui du couple et du questionnement du comédien médiatisé, de la médiatisation du comédien, de la vedette, de la star, de spectacle, avec à l'origine du projet le groupe de rock, pop, new wave psychédélique Sparks, avec donc au scénario Ron et Russell Mael du groupe Sparks, qui sont allés chercher Leos Carax pour mettre en image leur concept de comédie musicale. Voilà, donc un film tout en chansons, porté par Adam Driver et Marion Cotillard. Donc Adam Driver incarne Henry McHenry, un comédien de stand-up à l'humour corrosif, avec un comportement nonchalant, provocateur, disons. Et de l'autre côté, Anne Defranou, interprétée par Marion Cotillard, qui est plutôt donc une cantatrice lyrique très respectée, plutôt dans un univers bourgeois, dirons-nous. Voilà, et donc va naître une romance entre les deux. Alors c'est vrai qu'en tant que spectateur, dans un premier temps, vous pourrez peut-être être un petit peu dérouté, moi ça a été mon cas, puisque difficile de croire en cette romance, à tel point que la chanson We Love Each Other, qui se répète en boucle, We Love Each Other, We Love Each Other, comme pour se convaincre en fait qu'ils sont vraiment ensemble, voilà, est un petit peu déroutante. Mais on comprend plus tard dans le film que c'est pour souligner la relation toxique entre les deux personnages, donc voilà. Je n'irai pas plus loin sur la présentation de ce couple, parce que l'idée c'est vraiment de se concentrer donc sur Henry McHenry, Adam Driver, à tel point que Marion Cotillard peut passer à la trappe, clairement. Moi ça a été mon ressenti, elle est carrément passée à la trappe, puisque vraiment c'est Adam Driver qui crève l'écran ici. Donc vraiment ce Henry McHenry qui va recevoir pas mal de casseroles, puisque du jour au lendemain, son public va se retourner contre lui suite à des accusations de violence, notamment envers sa propre femme. Alors je ne révèle rien, mais voilà, vous verrez, c'est assez complexe. Plusieurs femmes vont l'accuser à un moment donné. Et d'un autre côté, nous avons donc ce Simon Helberg, l'acteur de Big Bang Theory, qui avait déjà fait ses débuts au cinéma. Il avait joué notamment dans Florence Foster Jenkins, et qui revient là dans le rôle d'un chef d'orchestre, vraiment qui est bluffant. Je dois dire que l'ascension de Simon Helberg aussi est vraiment impressionnante au cinéma. Il m'a impressionné, vraiment à tel point que voilà, sur certains plans, avec ses cheveux comme ça, bruns, en chef d'orchestre, voilà, je me suis dit, mais à quand un biopic de Tim Burton où il jouerait donc Tim Burton à ses débuts, dans sa jeunesse, pourquoi pas. Mais vraiment, voilà, il m'a bluffé. Et donc Adam Driver, comme je vous le disais, qui crève l'écran, voilà, donc il va mettre au monde, Henry et Anne vont mettre au monde cette Annette, donc leur enfant, leur fille. Donc qui va prendre l'apparence, en tout cas pour nous spectateurs, d'une poupée, d'une marionnette comme ça en bois. Enfin, c'est vraiment assez fou ce choix esthétique, ce choix de mise en scène, de mettre en scène donc cet enfant sous la forme donc d'une marionnette, d'une poupée articulée. C'est assez poétique, assez onirique, et je trouve que ça va bien avec toute cette esthétique, vraiment voilà, de comédie musicale. Ça porte vraiment donc les musiques de Sparks, vraiment. Donc voilà, c'est un film vraiment qui pointe du doigt les problèmes d'aujourd'hui, toutes les polémiques que certains artistes se collent, évidemment, se coltinent, comme par exemple certains cinéastes, avec Roman Polanski et Woody Allen en tête, voilà, donc ça fait écho à tout ça. Et d'un autre côté aussi sur l'exploitation des enfants aussi par les stars, donc là c'est plus, ça pointe du doigt je dirais les influenceurs, vous voyez, d'Instagram qui mettent en scène leurs enfants, voilà, pour faire de l'argent un peu sur leur dos, quoi. Donc c'est un débat évidemment, je
je dis pas forcément que c'est négatif, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un peu travailler les enfants, donc au profit donc de leurs parents, hein. Donc ça, vraiment, ça fait écho à tout ça. Donc plusieurs problématiques et d'un autre côté au niveau esthétique vraiment voilà c'est une claque, vous verrez le spectacle d'Annette avec ce truc comme ça, cette espèce c'est pas vraiment un monolithe, hein, on est plus dans... Mais parfois on pense à du Refn, vous voyez, The Neon Demon, parfois on pense à évidemment à Holly Motors, parce que voilà, comme je vous le disais, donc c'est la même chef opératrice, donc voilà, vous avez un peu la même esthétique. Et voilà, donc écoutez, c'est vrai que c'est une œuvre assez déroutante, mais je trouve que vraiment, Adam Driver, encore une fois, hein, vraiment, moi, à la fin de la projection, j'avais envie d'enfiler un peignoir, vous voyez, et puis de tournoyer comme ça avec un microfilaire. C'est pour vous dire l'impact que ça a eu sur moi, donc vraiment, voilà, j'ai pris une vraie claque. Puisque psychologiquement, en fait, Henry McHenry est assez bien travaillé, hein. C'est pour ça que je vous dis Marion Cotillard passe à la trappe, parce que son personnage n'est pas assez écrit. C'est le seul problème, hein, c'est vraiment que voilà, il y a forcément un personnage qui passe à la trappe dans cette histoire, parce qu'on se concentre en fait sur Henry McHenry, donc Anne Defrano passe voilà, à la trappe, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, le personnage d'Adam Driver est vraiment très bien écrit, hein. C'est vraiment... incroyable de montrer toute la complexité de son personnage, ce côté où nous-mêmes, en tant que spectateurs, nous sommes dans la salle de cinéma et nous assistons à un spectacle de stand-up, donc cette mise en abîme du spectacle dans le spectacle, à tel point que dans l'introduction du film, Léos Carax s'amuse un petit peu avec cette voix off qui nous explique voilà, de ne pas faire de bruit dans la salle et le spectacle va pouvoir commencer avec la chanson So May We Start, hein, que vous avez entendue dans la bande-annonce qui présente un peu tous les comédiens. Donc voilà, on sent qu'on est au spectacle, hein, et que le cinéma devient une salle un petit peu comme ça de théâtre finalement. Donc ouais, j'ai trouvé ça très bien fait. Alors à noter quand même hein, que Léos Carax, évidemment, c'est plasticien de l'image, forcément, ça donne quelque chose d'assez clipesque, hein, finalement, forcément. Hein, c'est quelqu'un qui est, voilà, depuis, en tout cas c'était le cas sur Holly Motors, donc qui est vraiment plasticien, on a affaire à une œuvre d'art plastique presque, voilà, très esthétique. Mais ça porte la musique justement, et je pense que c'est pas anodin, hein, vraiment le choix de Ron et Russell Mael d'être allé chercher Léos Carax, de lui proposer ce projet, puisque voilà, réalisateur esthétique, onirique, égale forcément film musical bluffant, et je dois dire que ça a été un très bon choix. Vraiment, le film le prouve, hein, évidemment. Je pense que voilà, tout le monde à Cannes s'est pris une grosse claque, hein, donc très beau film d'ouverture. Je ne peux que vous recommander de voir ce film en salle, mais vraiment, hein, parce que ça prend tout son sens en salle. Vous voyez, il y a certains films, vraiment, c'est indiscutable, il faut aller le voir en salle. Et à tel point qu'à la fin de la séance, voilà, je me suis dit, mais vivement une édition Blu-ray Collector avec la BO du film avec, vous voyez, et plein de bonus, dans un steelbook. Voilà, j'ai rêvé ce produit à la fin de la séance, donc c'est pour vous dire. Mais vraiment, voilà, bluffant. Alors, vous attendez pas à beaucoup de scènes jouées, hein, évidemment. C'est un film qui joue beaucoup donc sur les non-dits, en fait, comment dirais-je, c'est plus un film qui met en scène donc des images hein, très fortes, hein, donc à vous après d'interpréter. Mais l'interprétation est très facile, hein, vous voyez, même avec ce plan où Adam Driver arrive comme ça derrière Marion Cotillard avec ses mains tel un prédateur. Voilà, c'est pour souligner en fait des moments aussi hein, où forcément Henry McHenry est accusé donc de violence. Et alors cette scène finale, bluffante pour le coup qui est jouée, mais je n'en dis pas plus, avec une jeune actrice, voilà, une révélation, je ne sais pas du tout où elle sort, voilà, en tout cas, voilà, elle fait ses débuts, j'imagine, hein, vu son âge, mais voilà, je n'en dis pas plus, mais vraiment ce final est grandiose. Voilà, donc c'est une claque, c'est un film qu'on peut revoir aussi, hein, c'est avec plaisir, quoi. Il y a des films comme ça, je pense que ce film, vraiment, clairement, dans quelques années, on s'en souvient encore, et on le revoit avec plaisir, parce que c'est vraiment bluffant, les chansons sont formidables, c'est vrai que dans une comédie musicale, si les chansons suivent pas, c'est un peu compliqué, là, vraiment, elles sont vraiment grandioses. Donc évidemment, hein, Léos Carax, c'est quand même de la matière, hein, je dis pas, mais il apporte aussi quelques touches, vous verrez, avec ces ondulations dans la musique qu'on retrouve à différents moments du film, ces effets de lumière, etc. Enfin voilà, c'est comme je vous dis, hein, ce côté très plastique fait qu'il porte les musiques de Sparks, et son projet est vraiment, le projet de Sparks vraiment est entre de bonnes mains, et ça se ressent tout du long du film.
Donc écoutez, ne boudez pas votre plaisir, hein, profitez donc de Annette en salle, c'est vraiment un pur kiff. Et je vais passer donc au second film. Deuxième film de ce spécial Cannes 2021, Benedetta de Paul Verhoeven, quelques années après la claque Elle, avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Cette fois-ci, il s'agit de Virginie Efira qui campe Benedetta Carlini, une nonne lesbienne du XVIIe siècle, qui rejoint le couvent de Pescia en Toscane et va se lier d'amitié avec Bartolomea, donc une ancienne prostituée, hein, en tout cas c'est son père qui l'a prostituée et qui va rejoindre le couvent, voilà, donc incarné par Daphné Patakia. Donc une romance, voilà, Benedetta va découvrir les plaisirs de la chair, hein, évidemment sous le regard de Dieu et notamment de Sœur Félicita, qui est interprétée donc par Charlotte Rampling, donc qui va être très méfiante, qui va voilà, être très embêtée, elle va se demander est-ce qu'elle va devoir croire tout ce que dit Benedetta ou pas, hein, c'est vraiment toute la question, même vous en tant que spectateur, c'est-à-dire c'est ce côté un peu Jeanne d'Arc, où voilà, cette femme va entendre des voix, va se sentir connectée à Jésus, et va dicter la volonté de Dieu, et le film donc va questionner, hein, vraiment, voilà, c'est vraiment la question. Qui sommes-nous pour connaître la volonté de Dieu? Donc voilà, c'est encore la question, est-ce que voilà, de la religion, est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à interpréter un peu, voilà, il y a un peu tout à, on peut un peu tout dire en fait au niveau religion, hein, croyance, c'est-à-dire que vraiment, bah, vous croyez un petit peu ce que vous voulez finalement. Donc ça remet en question tout ça. Et Benedetta, donc voilà, qui va être accusée évidemment d'avoir un petit peu créé ses propres blessures, vous verrez, parce que voilà, quand elle est connectée à Jésus, elle a carrément des marques sur les mains, évidemment, hein, et sur les pieds, parce que voilà, comme si elle était cloutée à la croix, en fait. Donc voilà, il va y avoir des éléments un peu d'investigation pour savoir est-ce que c'est une menteuse, est-ce que c'est vraiment une personne qui est douée de dons mystiques, ou est-ce que c'est de la supercherie tout du long, donc voilà. C'est en cela donc que Christina, hein, donc interprétée par Louise Chevillotte, voilà, va être très méfiante et va vouloir dénoncer tout ça. Donc voilà, Benedetta, dont voilà, nous spectateurs, nous ne savons pas vraiment tout du long si on doit être de son côté ou pas. Donc c'est très intéressant parce que c'est pas manichéen. Voilà, on se demande vraiment s'il n'y a pas un peu d'opportunisme aussi chez certaines personnes comme ça dans ce couvent. Donc l'opportunisme est aussi un petit peu à toutes les sauces, hein, parce que nous avons aussi le nonce aussi qui va essayer de tirer profit de certaines situations, interprété par Lambert Wilson, qui est absolument génial, hein. On retrouve un petit peu un Lambert Wilson un peu à la le mérovingien, hein, je dirais, dans la saga Matrix, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il retrouve un peu un jeu aussi bon qu'à cette époque, c'est-à-dire que c'est vrai que dernièrement Lambert Wilson avec des, voilà, des rôles dans des films bon, un petit peu bancals, quoi, notamment De Gaulle, voilà, c'était pas extraordinaire, mais là voilà, il remonte clairement hein, en termes de jeu, c'est vraiment assez bluffant. Et puis c'est vrai que voilà, il avait accepté un peu tout et n'importe quoi, c'est vrai, Lambert Wilson, quand on le voit aussi dans Barbecue, dans Alceste à bicyclette, enfin voilà, c'est des films un peu faciles, je dirais. Donc là, il retrouve un rôle vraiment bien écrit, intéressant, donc voilà, l'écriture est formidable, hein, David Burke hein, qui revient donc au scénario. Vraiment, c'est très réussi. Sur la cinématographie, certains seront peut-être un peu dérangés, parce que certaines séquences font un peu, c'est vrai, je l'avoue, téléfilm à gros budget, voilà, c'est vrai que parfois c'est assez télévisuel et parfois c'est assez cinématographique, donc un peu inégal en termes de cinématographie tout du long du film. Mais voilà, il y a certaines séquences magnifiques, notamment avec cette lumière rose, hein, vous voyez, comme ça, avec cet appel un peu comme ça, mystique. Vous verrez, hein, il y a un contexte évidemment de la peste, hein, vraiment, qui arrive aussi. Donc Benedetta, voilà, qui va à chaque fois être finalement porteuse d'espoir hein, pour ce couvent. Et d'un autre côté, certains vont se méfier, donc voilà, Benedetta. Voilà, est-ce que c'est une personne, voilà, est-ce qu'on doit la montrer comme une héroïne ou pas? Voilà, c'est la question tout du long du film. Écoutez, à ce niveau-là, c'est très réussi. Voilà, il n'y a pas vraiment de spoil, mais vous verrez, il y a une question vraiment tout du long, hein, avec cette condamnation. Je vous dis, ça rappelle vraiment Jeanne d'Arc avec ce bûcher, tout ça. Enfin, vous voyez, je vais pas en dire plus. Même Lambert Wilson évoque Jeanne d'Arc justement à un moment donné, donc c'est vrai que c'est pas anodin. Donc voilà, une histoire un peu similaire, je dirais, avec un destin un peu différent pour le coup. Mais voilà. Alors la scène finale, peut-être que certains la jugeront un peu gratuite, vous me direz.
En tout cas, vraiment, Virginie Efira est sublimée dans ce film, hein, Daphné Patakia aussi. Les scènes de sexe, je vous rassure tout de suite, racontent vraiment quelque chose, hein, vraiment, c'est... Je dirais, vous voyez, c'est un peu la différence de Keshish, hein, sans vraiment de jugement, hein. C'est juste que c'est une différence de traitement. Chez Keshish, il y a quelque chose de beaucoup plus érotique. Là, je trouve que cette érotisation, elle est plus... je trouve qu'elle raconte un peu plus quelque chose, c'est-à-dire que les personnages se parlent pendant les scènes de sexe, vous voyez, il y a de la tension, on voit que c'est une sorte aussi d'apprentissage, il y a ce côté, vous verrez, avec cet objet évidemment phallique, hein, taillé dans le bois, hein, de cette Vierge Marie, vous verrez, bon, voilà, qui va servir d'objet sexuel, hein, je n'en dis pas plus, mais voilà, mais je pense que vous avez lu quelques articles là-dessus. Mais voilà, donc il y a des choses comme ça qui vont faire écho, évidemment, religion, interdiction, etc. Donc ça va titiller un petit peu les questionnements autour de la religion, voilà, sans pointer du doigt vraiment, quoi, sans dénoncer. C'est plutôt un film qui fait réfléchir, je dirais, plutôt que c'est un... Vous voyez, ça me fait penser à Léos Carax quand il fait son film aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous faire la morale, mais on est là pour vous faire réfléchir, voilà. Et je trouve que vraiment le film est réussi là-dessus, c'est-à-dire que voilà, c'est pas de dire la religion c'est bien, c'est mal, c'est plutôt de vous dire, de vous poser des questions sur vraiment, bah, qu'est-ce que c'est que... Finalement, c'est de l'interprétation, quoi. La volonté de Dieu, qui sommes-nous pour la connaître? Donc on interprète, il y a beaucoup d'interprétation, de la Bible, d'interprétation, de la religion, voilà, donc ça remet en question tout ça, les questions de la croyance, voilà, on peut croire à ce qu'on veut, on peut croire à, voilà, la croyance finalement, elle est propre à chacun, en fait, elle est différente selon les individus, en fait, donc doit-on la juger, doit-on, voilà, où est la zone d'imposture, vous voyez, c'est vraiment très subtil à ce niveau-là. Donc écoutez, pour moi, c'est un oui, voilà. Pour moi, c'est un très bon film, voilà. Évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Je pense qu'on est quand même un peu en dessous de Elle, qui est un thriller vraiment passionnant et tout. Mais ça fait bien le job, et surtout, je vous dis, le scénario se tient, quoi. C'est-à-dire vraiment, le personnage de Benedetta est bien écrit. Les rôles secondaires aussi sont très bien écrits. Donc écoutez, l'écriture, c'est quand même la base aussi d'un bon film. Donc voilà, après... Non, mais il y a quand même de très belles séquences, quoi. Donc voilà, il manque pas grand-chose pour faire de ce film un grand film, quoi. Mais en tout cas, c'est réussi. Voilà, je vous précise, hein, vraiment, c'est vraiment réussi. Donc je vous recommande de voir Benedetta. Alors là, pour le coup, si vous ne le voyez pas en salle, comme je vous le disais, par rapport aux images un peu télévisuelles parfois, est-ce que c'est vraiment gênant ? C'est vrai que si vous rattrapez ce film en mode VOD ou télévision, etc., c'est pas... Voilà, à mon sens, c'est pas très grave. Mais bon, vous voyez quand même, les films, c'est quand même fait pour être vu quand même en salle. Mais c'est vrai que comparé à Annette, voilà, il y en a un qui est vraiment à pas manquer, c'est Annette. Et Benedetta, si vous le rattrapez en VOD derrière, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, je vous le recommande quand même, c'est un bon film. Donc n'hésitez pas à voir Benedetta de Paul Verhoeven au cinéma. Je passe maintenant au troisième film de ce spécial Cannes 2021, et il s'agit de Titane de Julia Ducournau, qui nous avait servi l'excellent Grave, hein, je sais pas vous, mais moi ça m'avait mis une claque, vraiment incroyable, hein, avec Garance Marillier qui campait une adolescente dont les parents étaient tous vétérinaires et végétariens. Elle intégrait une école de vétérinaires. Et donc elle avait subi un bizutage, on l'a forcé à manger de la viande, et du jour au lendemain, donc elle se retrouve carnivore, puis cannibale, hein, un film qui se tenait tout du long, pas de surenchère, le gore et l'horreur voulaient vraiment dire quelque chose à chaque plan, donc c'était vraiment formidable. Et elle nous revient avec ce Titane, dont la bande-annonce, j'imagine que ça a été pareil pour vous, m'a mis une claque intersidérale, donc très pressé de le voir en salle, mais comme vous le savez, voilà, vous avez vu un peu le ressenti des spectateurs cannois. Voilà, ça a été un peu mon cas aussi, c'est-à-dire vraiment que voilà, j'ai pris une claque, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Donc l'histoire d'Alexia, interprétée par Agathe Roussel, dont c'est le premier rôle, voilà, c'est son premier rôle en tant qu'actrice au cinéma, puisqu'elle était journaliste, avant elle était rédactrice en chef d'un magazine féministe, et elle était également modèle. Voilà, donc elle se retrouve dans le rôle d'Alexia, une jeune femme violente, hein, on la voit d'abord petite, hein, donc c'est une première actrice qui l'incarne petite, qui est muette et violente hein, dès le départ comme ça, et qui va provoquer un accident de voiture avec son père. Et donc elle va survivre, et donc on va lui mettre donc une plaque en titane dans son crâne. Et depuis ce jour-là, hein, donc on la voit quelques années plus tard,
travailler donc dans un espèce de salon de l'auto / tuning dans lequel elle donne des shows un peu sensuels, sexy, voilà, et qui montrent forcément son rapport particulier et sensuel avec la mécanique, avec les voitures, l'huile de moteur, etc. Donc assez réussi sur le plan visuel, pas de souci là-dessus. Et elle va faire la rencontre de Justine, interprétée justement par Garance Marillier, qui finit donc dans un 3e rôle dans ce nouveau film. Donc elle va se lier d'amitié puis d'affection, voilà, elle va voilà, en tout cas ils vont avoir des rapports charnels. On ne sait pas trop pourquoi, le personnage de Justine n'est pas vraiment, et même pas du tout écrit. Donc on ne sait pas trop si c'est juste pour montrer en fait son rapport particulier avec cette fille ou avec les gens en général, parce que c'est quelqu'un d'assez violent, on le voit dans un premier temps se venger d'un fan un peu trop envahissant. Alexia va se venger, voilà, avec la baguette qu'elle a dans ses cheveux, en fait, qui va devenir une arme redoutable. Elle va tuer comme ça à la chaîne, un peu comme une serial killeuse. Donc voilà, donc cette romance avec Justine, en fait, est très expédiée et ne reviendra jamais dans le film, donc c'est un peu particulier. Voilà, vous vous retrouvez comme ça dans cette maison où elle va tuer plein de monde et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, donc ça, on va dire que c'est un premier film qui aurait pu être traité, et d'un seul coup, donc à l'apparition de Vincent Lindon, et ben, c'est un nouveau film qui commence, voilà, donc c'est un peu particulier. Donc Vincent Lindon qui interprète donc Vincent, qui donc va être appelé par les douanes de l'aéroport, parce qu'on aurait soi-disant retrouvé son fils, et Alexia va se grimer, changer d'apparence pour éviter la police, et donc voilà, Vincent va prendre Alexia pour son fils, vous verrez, parce que voilà, elle fait tout pour paraître masculine. Donc voilà, il va faire un transfert sur ce fils qu'il a perdu 10 ans auparavant, un truc comme ça. Donc là-dessus, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Vincent Lindon arrive, finalement, là, ça y est, le film commence à choisir un petit peu ce qu'il va vouloir raconter, quoi. C'est-à-dire que toute la première partie, vraiment, est quasiment anéantie, si ce n'est pour nous... Voilà, la première partie sert simplement à montrer le rapport qu'entretient Alexia avec les voitures, donc évidemment, vous avez... Le rapport charnel avec la voiture, ça fait forcément écho à Crash de Cronenberg, évidemment. On voit les références de Julia Ducournau, et puis en même temps, cette voiture qui va commencer à presque prendre vie comme ça, voilà, elle fait l'amour avec une voiture, clairement, et donc en voyant cette voiture bouger comme ça, ça rappelle un peu le Christine de Carpenter. Donc voilà, elle joue un peu avec les codes du cinéma d'horreur des années 80, 90, vous voyez un peu ce cinéma un peu kitsch, de cinéma de genre. Et donc en cela c'est très appréciable, mais voilà. À partir du moment où Vincent Lindon commence, on est plus dans une espèce de drame comme ça psychologique, mais le problème c'est qu'il y a peu de dialogue. Julia Ducournau n'arrive pas vraiment à choisir un thème principal, je dirais, dans son film. C'est ça qui est un peu perturbant, c'est-à-dire qu'il y a le côté serial killeuse, machin, mais du coup qui arrive comme ça de manière très... On sait pas d'où ça vient en fait, parce qu'il n'y a pas d'évolution dans le personnage. À aucun moment le personnage évolue. Il est directement violent dès le départ, et c'est pas cet accident ou cette plaque en titane qui va changer quelque chose en fait. Donc c'est ça qui est curieux, c'est que la violence a toujours été là chez cette fille, donc... Je pense pas, voilà, je pense pas que ce soit le sujet du film. Vous verrez à la fin, vous vous demandez quel était le sujet principal du film, donc c'est pas ça. Alors peut-être que finalement le vrai sujet c'est Vincent Lindon avec cette perte évidemment, parce que il y a toute cette perte dans la deuxième partie du film qui va créer chez Lindon, et qui va faire un transfert sur Alexia. Donc c'est ça qui est le mieux traité, voilà. C'est-à-dire que Julia Ducournau, je pense qu'elle s'est un peu éparpillée, elle avait plusieurs idées, je l'ai vue en interview, qui est passionnante, j'adore cette femme, cette artiste, mais qui est très intéressante, vraiment l'interview, je vous recommande l'interview de Sens Critique, vraiment elle est incroyable. Mais j'étais un peu embêté parce qu'on sent vraiment qu'elle s'est mis la pression sur ce deuxième film, quoi. C'est-à-dire que vraiment, elle s'éparpille un peu, elle parle de plein de choses, il y a le côté un peu queer avec le questionnement sur le genre, sur l'apparence, évidemment, qu'est-ce qu'être un homme, une femme, avec évidemment Vincent qui est pompier, alors voilà, il y a ce show, ce truc un peu girly en même temps, de ces pompiers qui vont être un peu questionnés aussi au niveau de leur virilité, donc voilà, il y a plein de sous-textes, mais ces sous-textes, finalement, on se demande parfois si c'est pas les thèmes principaux, parce qu'on sait jamais quel est le thème vraiment principal du film. Alors on imagine que c'est évidemment
la relation entre Vincent et Alexia, avec ce transfert sur l'enfant perdu de Vincent, donc voilà. Mais du coup, c'est pas totalement traité, quoi. C'est-à-dire que ces sujets sont très bien évoqués à Julia Ducournau dans ce film, mais ne sont pas totalement traités. Donc c'est ça qui m'a un peu dérangé. Vraiment, elle aurait... Voilà, c'est vraiment dommage, parce que je pense que Julia Ducournau a voulu bien faire. D'ailleurs, c'est incroyable, hein, plastiquement, enfin visuellement, c'est bluffant. Hein, on se croirait dans du Refn, hein, vous voyez, ou vraiment des cinéastes comme ça, très esthétiques. Donc vraiment, encore une fois, avec des séquences quasi clipesques et tout, mais voilà, c'est au niveau de son scénario, et Dieu sait qu'elle l'a revu plein de fois, il y avait une première version, une deuxième version, elle l'a raconté en interview, elle avait peur aussi de reproposer un film qui soit un peu une redite de Grave, donc elle s'est mis une pression de dingue sur ce film, mais du coup, visuellement, il n'y a aucun problème, hein, visuellement c'est formidable, mais elle s'éparpille, quoi, elle aurait dû choisir un thème, quoi, c'est presque comme s'il y avait 3 films en un là-dedans. C'est très dense, mais ouais, soit il aurait fallu plus de dialogue entre Vincent Lindon et Agathe Roussel, je sais pas, soit il fallait squeezer l'histoire avec Garance Marillier qui sert pas à grand chose, enfin voilà, ou alors il fallait traiter l'évolution du personnage qui finalement, Agathe Roussel est réduite à l'état de corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle arrive très bien à traiter, Julia Ducournau, c'est-à-dire que c'est ce corps constamment en mutation, hein, qui va devenir monstrueux, c'est la monstruosité du corps. Je pense que ce serait... voilà, c'est pas pour rien qu'elle arrive à mettre en scène cette adolescente vraiment dans Grave de manière géniale, c'est qu'elle comprend ce que ça engendre, la transformation corporelle, en fait. Donc c'est quelqu'un de très intelligent, hein, on voit la personne, l'artiste intellectuel, hein, derrière, bien sûr, on voit toute la personnalité très intellectuelle, hein, de Julia Ducournau. Et ça se ressent dans ses images, ça se ressent dans son cinéma, dans son art. Mais voilà, je pense que ça aurait mérité de se poser et de choisir un thème principal. Voilà, comme dans Grave, c'est très bien traité, on a compris le cannibalisme, les parents végétariens, etc. On a compris le truc, quoi. Là, ça s'éparpille, voilà. Donc c'est vraiment ce qui m'a dérangé, à tel point que voilà, il y a certains personnages qui passent à la trappe, et vraiment, c'est dommage, quoi. Soit il fallait traiter la relation avec les parents, mais du coup, elle avait déjà fait dans Grave, un petit peu, mais voilà, il fallait choisir. Donc voilà, j'ai été un peu embêté, parce que vraiment, je me dis, mais elle est brillante, elle a des séquences formidables dans son film, mais avec toute une symbolique, etc. On peut vraiment intellectualiser le truc à fond, il n'y a pas de problème. Il y a matière à intellectualiser, il n'y a pas de problème. À la limite, le film intellectualise avant vous, finalement. Vous voyez, tout ce que vous pouvez penser des images, quoi. Il intellectualise pour vous, carrément. Mais du coup, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que je pense que ça aurait pu... justement, se concentrer vraiment, voilà, elle se concentre soit elle se concentre complètement sur Vincent Lindon, et qui est vraiment le seul personnage bien écrit, quoi. Et encore, il aurait mérité plus d'écriture, mais disons que c'est celui... le vrai sujet du film, finalement, ça devient ce Vincent, quoi. Donc, c'est... Ouais. Je suis pas convaincu. Y a plusieurs films qui m'ont fait ça, où je trouve que la première partie sert pas à grand chose ou est trop longue. Vous voyez, Mélancolia, j'adore ce film, hein, mais c'est vrai que la première partie, peut-être qu'elle mériterait d'être un peu écourtée, puisque finalement tout ce qui est intéressant, c'est dans la deuxième partie. Ou un peu comme El Reno. Vous voyez, la première partie est très longue et tout, on en a besoin pour la suite, mais la deuxième partie, c'est vraiment ce qui va vous intéresser dans le film, quoi. Avec tout justement ce mélange des genres dans El Reno, voilà, ou de thriller, et ben là c'est un peu pareil, ce mélange de genres de cinéma, d'épouvante, vous voyez, de thriller, avec toutes ces références vraiment des années 80-90, avec des grands auteurs, comme je vous le disais, donc Cronenberg, Carpenter et tout. Elle en arrive vraiment à faire une œuvre personnelle, c'est pas le problème, hein, vraiment, je vous dis en fait, c'est pour ça que c'est pas totalement raté. C'est que vraiment, c'est juste qu'il fallait qu'elle se concentre sur un aspect de son scénario et s'y tenir. C'est c'est le seul défaut vraiment du film. Alors du coup, ça met en péril, vous voyez, l'intégrité, l'autonomie du film, quoi. Il se suffit pas, il n'est pas totalement abouti à cause de ça.
parce que on sent que voilà, elle a voulu tout mettre en fait, Julia Ducournau, dans son second long métrage, alors qu'elle aurait pu prendre son temps et prendre une idée pour le deuxième film, une autre idée pour le troisième et pour le quatrième. Il y avait matière à faire 3 films avec son Titane, vous voyez. Donc voilà, elle a été peut-être un peu trop gourmande, elle a voulu montrer un peu beaucoup de... Il y a un peu pour le coup, il y a de la surenchère. Donc voilà, et puis il y a des scènes gratuites, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut voir et qui est pertinent, parfois il y a de la gratuité. L'histoire avec Justine, ça sert pas à grand chose, quoi. En plus, ce cut où on se retrouve dans une maison, on sait pas qui sont les individus, ils se font tous dézinguer, ils se font tous tuer, mais on sait pas quel est le rapport entre Justine et tous ces individus chez elle. En plus, c'est censé être une fille modeste, on sait pas trop, la Justine, elle se retrouve dans une espèce de palace comme ça, juste parce que c'est beau esthétiquement, évidemment, c'est très cinématographique à filmer, mais cette demeure comme ça qui... franchement, voilà, on se demande qui sont en fait les personnages qui apparaissent, disparaissent là-dedans, c'est un peu particulier. Donc voilà, la deuxième partie est évidemment la partie du film la mieux réussie, hein, évidemment, hein, plus vous arrivez à la fin, plus c'est réussi. Mais du coup, ça, voilà, ça anéantit la moitié, 3/4 du film. Donc voilà, c'est fourre-tout, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment fourre-tout et c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai confiance en Julia Ducournau, je sais qu'elle va pouvoir nous... Elle va pouvoir nous réimpressionner, je pense, par la suite. J'irai de toute manière voir son prochain film, le troisième, ça c'est sûr. J'irai le voir, hein, ça c'est clair. Hein. J'ai hâte d'ailleurs qu'elle continue, parce qu'elle a du talent, elle a de la personnalité, mais qu'elle ne soit pas trop gourmande. Voilà, c'est tout ce que je lui demande, pas de surenchère, rester sur un sujet, et tout ira bien. Voilà. Écoutez, donc difficile de vous dire si je recommande ou pas, parce que l'expérience est intéressante, voilà, et puis ça mérite aussi de se faire son propre avis. Je peux pas vous dire n'allez pas voir ce film, parce qu'il va vous laisser une marque malgré tout, parce que des séquences, voilà, c'est très plastique, et voilà, bon, après, attention, on va pas mettre entre toutes les mains non plus, hein, parce que, voilà, pour le coup, il y a quand même... c'est même pas que le gore, le problème, c'est vraiment les situations malaisantes, glaçantes, mais voilà, il faut savoir que vous êtes chez Julia Ducournau, mais puissance 1000, voilà. C'est très exacerbé, pour le coup, grave, passé crème, mais là, c'est vraiment... ouais, c'est très très violent. Voilà, donc écoutez, voilà, je peux pas vous dire je peux pas ne pas vous recommander ce film, mais attention, grosse mise en garde, Julia Ducournau reviendra probablement avec un bien meilleur film pour le troisième. Sinon, voilà, je vous renvoie à Grave. Voilà, j'ai plutôt envie de vous dire, je vous renvoie à Grave si vous ne l'avez pas vu. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais plutôt vous conseiller de voir ou de revoir Grave que d'aller voir Titane, malheureusement. Mais voilà, si vous êtes curieux, écoutez, allez-y, faites-vous votre propre avis, votre propre expérience, mais ne pas mettre entre toutes les mains en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous voyez, récemment, ça m'a permis de vous informer qu'il n'y aurait pas de vidéo la semaine dernière. Voilà, et qu'il y avait un petit retard donc sur la vidéo, donc n'hésitez pas. Je fais également du contenu, des lives, et vous pourrez être informé des vidéos à venir, donc Steph_LFDV sur Instagram. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et d'excellentes vacances. Voilà, un bel été 2021, puisque les films du vendredi, voilà, fin de saison pour les films du vendredi. Donc je vous donne rendez-vous en septembre, voilà, soyez en forme. Voilà, j'ai plusieurs idées pour la rentrée. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite d'excellentes vacances, hein, profitez bien. Et n'oubliez pas, comme toujours, hein, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao, à bientôt.